Alors, chers collègues, tout d'abord, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans notre hémicycle de l'Assemblée nationale. Merci d'être encore présents aussi nombreux ce matin. Et notre premier débat du matin porte sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et je suis ravie de pouvoir accueillir Guy Verhofstadt, qui est coprésident du comité exécutif et coordinateur de la délégation du Parlement européen à la conférence, et la commissaire, Madame Dubravka Šuica, vice-présidente de la Commission européenne, chargée de la démocratie et de la démographie et coprésidente du comité exécutif, qui a fait un grand tour de France depuis 2 jours, et je la remercie particulièrement aussi d'être présente. Alors, mon collègue président de la Commission des affaires européennes du Sénat, Jean-François Rapin, va nous rappeler les enjeux de cette conférence et son retour d'expérience en tant que membre de l'Assemblée plénière et observateur au Conseil exécutif de la conférence. Cher Jean-François. Merci, Madame la Présidente. Bien, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Messieurs les parlementaires et Mesdames les parlementaires européens, chers collègues, membres des commissions des affaires européennes, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que nous ayons ce matin l'occasion d'échanger entre parlementaires sur les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Chers collègues, une seconde. Apparemment, il y a un problème de traduction, mais qui devrait se résoudre dans quelques secondes. Quelques instants. C'est à distance. C'est là. Bon. Everything okay? C'est bon? C'est reparti. Ok. Bien, je recommence. Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les parlementaires européens, Mesdames et Messieurs les parlementaires et membres des commissions des affaires européennes de vos chambres, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux que nous ayons ce matin l'occasion d'échanger entre parlementaires sur les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Certains trouveront cela incongru, puisque cette conférence avait pour objet de donner la parole aux citoyens européens à travers des panels citoyens nationaux et européens et les divers événements organisés jusqu'à l'échelon local. Certains envisageaient d'ailleurs que les parlements nationaux ne soient pas associés à ces travaux au départ, ou alors comme simples observateurs. Mais n'oublions pas que nous sommes nous-mêmes les représentants des citoyens, que nous avons l'habitude de les écouter et que nous connaissons leurs attentes vis-à-vis de l'Europe et de l'Union européenne, mais aussi leurs inquiétudes et leurs doutes. Je crois donc que nos échanges sur l'avenir de l'Europe et l'avenir de l'Union, bien sûr, et nos premières réactions aux propositions des citoyens seront particulièrement intéressants et pourront être utiles aux travaux de la conférence. Nous sommes parvenus à une phase particulière de ces travaux où les groupes de travail, puis l'Assemblée plénière, vont devoir se prononcer sur les propositions des citoyens. Comme certains d'entre vous, je suis justement membre de l'Assemblée plénière et je suis heureux que les décisions que nous devrons prendre dans quelques semaines puissent être éclairées par nos débats d'aujourd'hui, car on le sait, elles auront des impacts importants sur l'avenir de l'Europe. J'ajoute que notre rôle ne s'achèvera pas au moment des conclusions de la conférence. Leur mise en œuvre nécessitera forcément que les parlements nationaux se prononcent, chacun dans leur État membre,
Je vous remercie. Merci beaucoup. Et avant de donner la parole aux orateurs, je vous propose d'entendre un message vidéo que nous a adressé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. President Rapin, President Tilay, honourable members of national parliaments, dear friends. This is a watershed moment for Europe. The attack against Ukraine is an attack against the basic values our union is built upon: freedom, democracy, self-determination. And Europe is responding to this attack with unprecedented unity. We are standing together at the side of our Ukrainian friends. We have put together the largest sanctions package in our history. We're taking greater responsibility for the security of our continent. Our response to this aggression can rewrite the future of Europe. And in times like these, it is more important than ever to listen to European citizens. D'écouter les citoyens européens. C'est la raison d'être de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui bat maintenant son plein. La conférence est une façon nouvelle, différente de se rapprocher des citoyens européens, surtout ceux qui n'ont jamais eu de contact avec l'Europe auparavant. Il est étonnant de constater l'enthousiasme que la conférence a suscité auprès des gens qui y participent. Certains d'entre eux se sont souvenus, pendant les sessions de la conférence, combien ils ont été surpris de recevoir cet étrange appel téléphonique de l'Union européenne. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une sorte d'appel commercial ou peut-être d'une farce d'un ami, mais ce n'était pas le cas. C'était pour de vrai. L'Union européenne a vraiment tendu la main à des centaines d'Européens qui n'ont jamais pensé à s'impliquer dans le processus décisionnel de notre Union. Il semble que nous ayons été capables de nous connecter avec des hommes et des femmes de la majorité silencieuse. Prenez Ludmila, une retraitée de la République tchèque. Lorsqu'elle a pris la parole pour la première fois dans un panel citoyen, elle a expliqué, et je la cite, « L'UE semble lointaine dans la vie quotidienne de nos États membres, mais ici, je me sens vraiment citoyenne européenne. » Fin de citation. Ou Rune, un Danois, qui a partagé une expérience très similaire dans son groupe de travail. Il a déclaré, je cite à nouveau, « J'étais sceptique à propos de l'Europe, mais aujourd'hui, en discutant avec vous et en vous écoutant, je suis enfin capable de voir quelle différence importante l'UE peut faire. » Fin de citation. La conférence a impliqué des personnes de tous âges et de tous horizons. Elle a donné une voix à leurs idées, parfois à leurs critiques aussi, et à leurs suggestions sur la manière d'améliorer notre Union. Il s'agit d'une expérience sans précédent de la démocratie européenne. Sont à Paris aujourd'hui, participent activement à la conférence, soit en tant que membres de la plénière, soit en organisant des événements dans vos départements. Je suis sûre que vous partagez mon enthousiasme pour cette expérience. Je sais que parmi vous, il y a aussi des députés des Balkans occidentaux et j'ai toujours souhaité que les Balkans occidentaux soient impliqués dans la conférence parce que les Balkans occidentaux font partie de l'Europe et que votre avenir est dans notre union. Avec tout cet enthousiasme viennent aussi de grandes attentes de résultats. Les panels de citoyens européens ont formulé leurs recommandations sur des sujets très divers, de l'éducation aux affaires européennes, au bien-être des animaux, à la désinformation et à la sécurité, par exemple. Toutes ces idées vont maintenant être discutées en séance plénière de la conférence où les parlements nationaux sont présents et où vous êtes nombreux à participer. De notre côté, nous sommes prêts à donner suite aux propositions, mais aussi à tirer les enseignements de la conférence sur la manière dont notre Union s'engage auprès des citoyens européens.
parce que la démocratie européenne est un chemin que nous devons parcourir ensemble. C'est à nous d'écrire le futur de notre Union. C'est à nous de façonner une Europe citoyenne, car l'Europe, c'est nous. Et je vous souhaite une très bonne discussion. Voilà, je crois que la présidente de la Commission a dit quelque chose de très important. L'Europe, c'est nous. Et c'est à nous de la façonner. Et ça, nous sommes parfois, avec nos citoyens, pas suffisamment conscientes. Mais sans tarder, je vais maintenant donner la parole aux orateurs principaux. Et en premier lieu, à M. Guy Verhofstadt. Cher Guy. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois vous dire, pour moi, c'est un grand honneur d'être ici pour la première fois et prendre la parole dans l'Assemblée nationale. Je dois vous dire, à la télé, ça semble beaucoup plus grand que dans la réalité. Et je constate aussi qu'il ne faut pas y avoir le vertige comme orateur et certainement pas le vertige comme président de l'Assemblée. Mais c'est un honneur de prendre la parole ici dans cette enceinte de l'Assemblée nationale qui est le berceau, je dirais, le cœur battant de la démocratie française, même si je peux le rappeler, c'est dans cette même place que malheureusement, en 1954, c'était le 30 août, il y a donc 68 ans, on n'a pas voté en faveur de la Constitution européenne et de la défense européenne. Je le rappelle, je m'excuse devant mes amis français, je sais qu'entre-temps, ils sont les meilleurs défenseurs de la défense européenne, mais c'était dans les années 54, après la mort de Staline, après la fin de la guerre en Corée, il y avait comme ça une attente de paix sans effort, de paix sans effort des États et des partis et des hommes politiques. On pensait qu'une fois la guerre en Corée finie, une fois Staline mort, tout serait pour le mieux et tout allait pour le mieux sur cette terre. Eh bien, naturellement, on sait aujourd'hui que ceci n'est pas vrai. Personnellement, mes chers amis, j'ai été le 20 février 2014, ça fait exactement il y a 8 ans, sur la place Maïdan à Kiev, le jour où 49 Ukrainiens, citoyens ukrainiens, ont été assassinés par les fusils de Yanukovych, le soi-disant leader de l'État ukrainien. Et moi, j'ai, à ce moment-là, le 20 février 2014, vu dans les yeux de tous ces manifestants sur la place de Maïdan leur désir, leur espoir, leur volonté d'appartenir à un continent démocratique et à l'Europe et l'Union européenne. Tous ces gens-là qui étaient en train de manifester sur cette place de Maïdan, sous le feu d'agents et de militaires ukrainiens de Yanukovych, en défendant leur propre corps, voulaient une chose, la démocratie et l'Europe. Pour eux, c'est une question de vie et il faut s'en souvenir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un autocrate, un dictateur qui, en fait, à nos frontières de l'Union, essaie de tuer, d'annihiler ce désir et cet espoir avec des armes pas dirigées contre des installations militaires, mais des armes et des bombes contre des habitations, des hôpitaux, des écoles, des centrales nucléaires. Et donc, moi, personnellement, je vous dis, et j'abuse de cette tribune, Madame la Présidente,
de demander davantage d'unité européenne derrière nos amis en Ukraine. Et je vous dis, je demande aussi, et j'abuse encore une fois de cette tribune, pour demander aussi des mesures encore plus dures contre le régime autocrate de Poutine par l'Union européenne. Je vous dis cela parce que je crois que dire qu'on va prendre des sanctions SWIFT, mais en excluant 70% des banques russes, ce n'est pas très sérieux. Je vous dis cela parce que dire qu'on va prendre des sanctions économiques contre l'autocratie de Poutine, mais continuer à importer du gaz et payer chaque jour 100 millions d'euros pour cela, ce n'est pas sérieux du tout. Si on veut combattre et aider le peuple ukrainien dans son espoir et dans sa volonté d'être libre, d'être démocratique, alors il faut aller plus loin. Il faut être conséquent. Il faut faire la pleine solidarité. Et ça veut dire, oui, ça veut dire, il faut le souligner, qu'on va souffrir aussi nous-mêmes. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut maintenant continuer le travail dans la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je pense qu'avec ce qui est en train de se passer à nos frontières, il faut dans cette conférence encore être beaucoup plus courageux, agir avec beaucoup plus de profondeur. Je pense que cette conférence doit aller plus loin que l'idée qu'on avait initialement au moment quand on a lancé cette grande expérience. Et personnellement, je vous dis très sincèrement, comme le représentant du Parlement européen et un des coprésidents de l'organisation de cette conférence, moi, je ne vois pas que le 9 mai, c'est dans 2 mois, on peut terminer nos travaux simplement par la publication d'un joli document qui sera alors traduit en 24 langues, comme on fait toujours dans l'Union européenne. Moi, je crois que le 9 mai, on doit finir nos travaux avec un acte politique fort. Et personnellement, pour moi, ça veut dire le lancement d'une convention, mieux encore, je dirais, d'un congrès de refondation du projet européen sur base des conclusions de la conférence. Ça ne peut pas être business as usual, ce n'est pas français, mais quand même, je pense que aussi les Français le comprennent. Ça ne peut pas être simplement une conclusion de la conférence sans suivi. Je crois au contraire que dès le 9 mai, par un congrès, par une convention, l'Union doit se reformer immédiatement et devenir ce que je crois doit être une vraie union. Parce que, disons-le, on utilise le mot Union européenne, mais en réalité, on n'est pas encore une vraie union. C'est encore une coopération intergouvernementale d'États membres basée sur les règles de l'unanimité qui nous gênent dans beaucoup de nos politiques qu'on veut développer au niveau européen. Les citoyens ont, dans 4 panels, chers amis, chers collègues, formulé 178, en Belgique on dit 178, c'est plus logique, comme vous le savez, recommandations sur l'avenir de l'Union européenne. Et je crois qu'on a l'obligation, qu'on a le mandat, parlements nationaux et Parlement européen, de défendre, de travailler sur ces 178 recommandations des citoyens. Qu'est-ce qu'ils veulent, les citoyens, dans ces recommandations? Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent, par exemple, une défense européenne. Ils appellent ça « Joint Armed Forces of the European Union ». Ils demandent, entre autres, ils veulent en finir avec la règle de l'unanimité qui régisse dans beaucoup trop de domaines dans l'Union européenne. Ils veulent créer, ces citoyens, une union de l'énergie. Ils veulent fonder une union de la santé.
Ils veulent aussi, ces citoyens, comprendre leur union. Par exemple, appeler la Commission européenne un gouvernement de l'Europe, un exécutif de l'Europe. Il n'y a personne qui comprend Commission européenne si on parle à nos concitoyens. Ils veulent une vraie démocratie européenne avec un rôle plus fort pour les parlements nationaux au niveau de la politique européenne et en même moment une vraie élection européenne avec des listes transnationales. Ils veulent une politique migratoire dont la stratégie a été décidée au niveau européen. Et ils veulent finalement aussi un mécanisme permanent de participation des citoyens aux décisions prises au niveau européen. En bref, ce que les citoyens nous ont dit dans ces 178 recommandations qu'ils ont formulées, c'est qu'ils veulent une Europe qui compte dans le monde. Ce qui m'a frappé dans ces panels des citoyens européens, Madame la Présidente, c'est que contrairement à ce qu'écrivent nos journalistes et contrairement à ce que pensent les hommes politiques, il n'y a pas deux catégories d'Européens. Les uns eurosceptiques, qui sont critiques envers l'Europe, qui veulent en finir avec l'Europe, et les autres europhiles qui aiment l'Europe. Tous les citoyens qui ont participé ont un rêve européen, mais au même moment, ils sont critiques envers l'Union européenne. Ils ne pensent pas que l'Union européenne, comme ça fonctionne maintenant, est vraiment la traduction de leurs souhaits, de leurs rêves qu'ils ont en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Et donc, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on crée une Europe qui sait défendre les intérêts de ses citoyens dans un monde qui est de plus en plus dominé, on le sait, par une compétition féroce entre grandes puissances et dans l'avenir surtout entre la Chine et les États-Unis. En fait, l'Europe est un géant quand on le voit de l'extérieur, sauf c'est un géant qui doit être réveillé le plus vite possible dans ces temps dramatiques. Et il faut le faire maintenant, avant qu'il est trop tard. Et voilà le but, en fait, de la conférence. On ne peut plus nous permettre, je dirais, nos faiblesses, comme on a connu les dernières décennies, dans la crise migratoire, dans la crise financière, dans la crise de santé publique, dans la crise géopolitique qu'on connaît aujourd'hui. En fait, c'est le temps, avec cette conférence et les suivis de la conférence, de prendre notre destin dans nos propres mains. Et c'est pour ça que je vous appelle comme représentant du Parlement européen, mais je l'ai fait en travaillant ensemble avec M. Rapin, en travaillant ensemble avec vous, Madame la Présidente, que Parlements nationaux et Parlement européen doivent continuer à être le moteur de cette conférence et de ces grandes réformes dont l'Union a besoin. Et ceci avec l'aide et ceci avec l'appui des citoyens. Merci beaucoup pour tout le soutien que vous apportez à cette conférence sur l'avenir de l'Union. Merci. Merci, cher Guy Verhofstadt, pour votre plaidoyer. Et je pense pouvoir dire que vous pouvez compter en tout cas sur nous pour essayer en tout cas de réaliser au mieux les ambitions de la conférence. Et je donne sans tarder la parole à Madame la Commissaire Šuica. Thank you, Madam Chair, dear members of Parliaments. La présidente, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les parlementaires nationaux et parlementaires européens, mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous m'avez adressée d'être des vôtres ici aujourd'hui dans cette maison de la démocratie française. Compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, je vais tout d'abord vous faire part de mon expérience personnelle. Une expérience qui m'a mené à travailler d'arrache-pied afin que les générations futures n'aient plus jamais à connaître la même chose. Croyez-moi,
Ce n'est pas une mince affaire que de partager cette expérience personnelle. J'ai vu de mes yeux ce que cela signifiait de connaître la guerre, d'avoir peur pour votre vie, pour celle de vos enfants, pour celle de votre famille, tout en dépendant de l'aide et de l'intervention de vos amis et de vos alliés. En tant que responsable politique à l'échelle locale, nationale et européenne, j'ai pu contribuer en toute humilité à l'adhésion de la Croatie à cette famille européenne qu'est l'Union européenne. Une européenne qui est aujourd'hui unie face aux actes illégaux de la Russie et du Kremlin. Nous nous sommes dressés pour réagir face à cette attaque injuste et non provoquée. Comme mon ami Guy Verhofstadt et Madame la Présidente von der Leyen vous l'ont dit à l'instant, la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est la célébration de nos valeurs. Nous en avons plus que jamais besoin. Et nous avons, pour cette conférence, créé un espace de débat démocratique libre qui contraste avec la répression et la violence en Ukraine. Nous sommes engagés dans un exercice qui est censé nous rapprocher de nos citoyens alors que Poutine lance des actions militaires à l'encontre de citoyens ukrainiens qui avaient exprimé leur désir d'Europe. C'est donc également une attaque contre nos valeurs, nos aspirations et notre mode de vie que celle-là. La semaine dernière à Dublin, à l'occasion du dernier panel citoyen, j'ai vu des citoyens et des citoyennes dans un signe de solidarité, prendre la parole tous ensemble contre cette agression. Cette conférence a des répercussions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Europe. Les événements en Ukraine vont peser sur notre avenir collectif. Il est important que l'Union européenne tende la main à ses citoyens et citoyennes pour continuer de l'édifier sur son socle de valeurs démocratiques. Ensemble, nous serons plus forts. Donc, je me félicite de l'engagement de la présidence française, mais aussi des présidences tchèques et suédoises futures pour soutenir cette conférence. L'idée au cœur de la conférence, c'est que les discussions aient lieu à tous les niveaux, au-delà des frontières et au-delà des barrières linguistiques, au-delà des cultures, au-delà des histoire, en ne laissant personne pour compte. Le processus décisionnel européen n'est pas un processus du haut vers le bas. J'ai été maire à Dubrovnik et j'ai appris une leçon précieuse. Toute politique est locale. Il faut préserver nos racines. Chaque échelon doit contribuer, chaque génération doit contribuer à notre démocratie pour pouvoir faire face aux défis futurs et aux besoins de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de vie et leur lieu de travail. C'est la fondation essentielle du marché qui s'adresse à tous nos citoyens au cœur du processus de cette conférence. Leur contribution au panel citoyen, à la plénière et en ligne constituent les bases de notre travaux. Nous devons veiller à ce que ces citoyens se sentent entendus et se perçoivent comme des partenaires à part entière à cette conférence. Guy l'a dit à l'instant, 178 recommandations ont été élaborées par les panels citoyens. Elles constituent la base de nos discussions en plénière et c'est notre façon d'intégrer les citoyens au cœur du processus décisionnel. Dans un même temps, nous devons discuter avec les représentants élus de l'avenir de cette Europe dans laquelle nos citoyens et nos concitoyens vont travailler et vivre. Mais ils ne sont pas les seuls. Moi, j'ai été représentante par le passé à l'échelle locale et régionale. La conférence ne se substitue pas à la démocratie représentative dont je connais la valeur. Elle vient la compléter. Les parlements sont des lieux de débat, de discussion, de vote et de décision. La plénière de la conférence est aussi un lieu de délibération. C'est un distinguo important qui est enchâssé dans la déclaration commune de la conférence. Je rencontre régulièrement les parlements nationaux et leur commission des affaires européennes, dans la mesure où nous assumons une responsabilité partagée de faire de cette conférence un succès pour notre démocratie et pour nos citoyens. Je me réjouis du rôle que joueront les parlements nationaux, notamment dans la plénière et au comité exécutif. Ils contribuent ainsi de manière active
actif à la réussite de cette conférence. Une fois de plus, nous sommes plus forts, unis. Les citoyens et les citoyennes souhaitent des assemblées citoyennes qui sont davantage intégrées dans le processus décisionnel européen. Il y a 3 semaines de cela, j'ai eu l'occasion de participer au panel citoyen à Maastricht sur le monde et la migration. Les citoyens se sont penchés sur l'autonomie de l'Union et comment remédier aux racines du phénomène migratoire et développer une approche commune dans le domaine de l'asile. Compte tenu des circonstances actuelles, ces contributions prennent toute leur prégnance. S'agissant de la démocratie et de nos structures de gouvernance, les citoyens ont avancé des propositions ambitieuses qu'évoquait déjà Guy. Tout au long du processus, nous avons pu entendre ceux qui sont favorables au projet européen, mais aussi ceux qui sont plus sceptiques face à ce projet. Certaines des idées, certaines des propositions impliqueraient des modifications des traités. D'autres peuvent être mises en œuvre en l'état actuel des traités. L'objectif, c'est de rendre l'Union européenne plus redevable, plus réactive et plus transparente. Nous sommes à la croisée des chemins pour la conférence. Les plénières du mois de mars et du mois d'avril vont affiner les propositions des citoyens pour déboucher sur des propositions concrètes. Je vais même, le week-end prochain à Strasbourg, retrouver certains d'entre vous en plénière pour débattre des recommandations de 2 panels. Les représentants des parlements nationaux vont également présenter leurs conclusions. Comme je le disais, les plénières du mois de mars et du mois d'avril vont affiner ces propositions, les regrouper de manière plématique pour adoption lors de la dernière plénière, avec adoption du rapport final le 9 mai. Et comme Guy Verhofstadt l'a dit, non, il ne s'agira pas là d'un rapport traditionnel, ce ne sera pas business as usual, ça doit être un acte politique fort. Je suis entièrement d'accord et vous vous souvenez de ce que disait il y a quelques instants la présidente von der Leyen. Nous sommes déterminés à assurer le suivi de ces recommandations qui touchent au domaine de compétences des États membres pour certaines, santé, éducation, notamment la recommandation d'une école européenne sur la démocratie. Vu la répartition des compétences, c'est une tâche qui appartient au premier chef aux États membres, l'Union européenne ayant ici un rôle d'appui. C'est dire si votre engagement, le rôle des engagements nationaux dans ce processus est déterminant. Je voudrais souligner combien il est important que les citoyens reconnaissent dans les propositions qui découleront de la conférence leurs contributions et leurs efforts. Lorsque la conférence terminera ses travaux, le chantier sera loin d'être terminé, lui, puisque la Commission s'est engagée à assurer le suivi de ses recommandations et de ses propositions, ce qu'elle fait dès à présent. Pour ce qui est du consensus à dégager sur les recommandations, il est très clair que toutes les parties prenantes, y compris les parlements nationaux, décideront des modalités de leur appui à ces propositions. Comme indiqué dans notre règlement d'ordre intérieur, un consensus d'au moins 4 des composantes institutionnelles est nécessaire pour qu'une proposition soit adoptée. Mais le consensus entre nous ne suffira pas. Il faut que les citoyens soient en mesure de souscrire de manière pleine et entière aux propositions de la plénière. C'est la raison pour laquelle je milite, moi, en faveur d'une validation très claire par les ambassadeurs des panels citoyens européens. La conférence sera mesurée à l'aune des résultats concrets qu'elle fournira. Certaines des recommandations exigent davantage de démocratie directe, d'information sur l'Union européenne. D'autres recommandations révèlent malheureusement un manque de connaissance de l'Union européenne, de ce qu'elle est, des mesures déjà prises ou en préparation. Nous voyons donc un immense besoin de coopération entre nous et les parlements nationaux, entre les institutions européennes, pour réduire ce déficit d'information lorsque nous assurerons le suivi sur les propositions qui seront adoptées. Nous pourrons, pour ce faire, nous appuyer sur les coopérations existantes, puisque près de 6 000 manifestations diverses ont été organisées dans le cadre de cette conférence, ce qui signifie que les parlementaires nationaux ont mobilisé leur réseau. En conclusion, mesdames et messieurs, très chers amis,
J'aimerais que les historiens, à l'avenir, puissent étudier la démocratie européenne et constater qu'il y a eu un avant et un après conférence sur l'avenir européen. C'est là ma réflexion personnelle. J'aimerais que nous soyons en mesure de jeter les bases d'une Union européenne pour les générations futures qui permettront à ces mêmes générations de connaître la paix que ma génération a connue après y avoir aspiré longtemps. Ce qui se passe en Ukraine nous rappelle que la démocratie n'est jamais acquise, que nous devons y œuvrer quotidiennement à tous les niveaux. Nous avons pu nous appuyer sur le travail d'1,1 million de représentants élus locaux partout dans l'Union européenne. Cette conférence est une occasion en or que nous devons saisir à deux mains pour façonner l'Union européenne que souhaitent nos concitoyens aujourd'hui et pour les générations à venir. Ne nous trompons pas si nous voulons édifier une démocratie qui mérite de son nom et qui résistera à l'épreuve du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important que j'aimerais souligner. Toute politique est locale. Et je crois que c'est à ce niveau-là aussi qu'on devrait intervenir. Ça veut dire de lier davantage l'échelon local à l'échelon national et à l'échelon européen, dans les deux sens. Et ça, on ne le fait pas suffisamment. Et je crois que c'est là aussi les parlementaires nationaux, nous sommes vraiment demandés pour porter les informations, pour discuter avec nos élus locaux et nos citoyens, pour montrer véritablement l'impact des décisions européennes à tous les niveaux. Alors, sans tarder, je vais maintenant donner la parole aux orateurs. Il y a un nombre important d'inscrits. Nous avons 27 demandes. Donc, merci, comme à l'habitude maintenant, d'être précis et de limiter vos interventions à 1 minute et demie à peu près. Donc, comme nous avons l'habitude aussi, je donne tout d'abord la parole aux représentants de la Troïka et ensuite aux autres collègues, en commençant par la Slovaquie. Donc, Constance Legris pour l'Assemblée nationale. Merci Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Messieurs les Présidents, mes chers collègues. En effet, alors que les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Europe s'acheminent vers leur conclusion, la guerre menée par Vladimir Poutine contre l'Ukraine, contre le peuple ukrainien, a brutalement, cruellement fait irruption dans nos débats et changé considérablement l'ordre des priorités. Il ne peut plus y avoir de business as usual. Comme je m'exprime pour la première fois à l'occasion de cette COSAC, je tiens à mon tour à condamner très fermement l'invasion guerrière du régime de Poutine contre un État libre et indépendant, l'Ukraine, dont le destin est incontestablement européen, dont le destin est incontestablement d'être avec nous. Et j'exprime toute ma solidarité, la solidarité de ma famille politique envers l'Ukraine, envers le peuple ukrainien, solidarité que nous devons exprimer, manifester concrètement par l'aide politique, l'aide militaire, l'aide humanitaire. Et je crois, moi aussi, que nous devons trouver le courage d'aller plus loin dans les sanctions contre le régime de Kremlin et ses oligarques. Je partage tout à fait l'idée que l'ordre des priorités de la conférence sur l'avenir de l'Europe a changé. La guerre en Ukraine et la résistance héroïque de la population ukrainienne provoque ce que les guerres précédentes qu'avait connues encore récemment notre continent européen, je pense aux guerres dans l'ex-Yougoslavie dans les années 90, n'avaient pas réussi à faire un sursaut européen pour que nous prenions véritablement maintenant notre destin en main. Indépendance énergétique, autonomie stratégique européenne sont maintenant les deux dossiers prioritaires. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ne loupez pas l'occasion de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci beaucoup. Nick Prebil pour l'Assemblée nationale slovène. Il semble ne pas être là. Donc, David Smoljak pour la République tchèque, le Sénat tchèque. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, já jsem si ještě v
Alors que j'étais encore dans l'avion, je lisais les conclusions du panel de citoyens et j'étais agréablement surpris de la manière dont ces propositions étaient bien structurées. Et il s'agissait de propositions qui allaient très loin. Mais soyons honnêtes, l'avenir de l'Europe n'est pas lié uniquement à une conférence. L'avenir de l'Europe se décide maintenant à Kharkiv et à Kiev, villes qui subissent des attaques dans le cadre d'agressions russe, qui n'a pas fait l'objet de provocation. Comme l'a dit M. Verhofstadt, ça ne commence pas maintenant par cette attaque de l'Ukraine. La bataille pour la liberté et les valeurs démocratiques, eh bien, tout cela a commencé à Maïdan il y a 9 ans. Il y a eu beaucoup de victimes. Mais les gens se sont battus pour ouvrir la voie vers l'Ouest. Et il n'y a pas d'autre pays en Europe qui serait capable de lutter aussi farouchement pour l'avenir que les Ukrainiens. Les Ukrainiens meurent actuellement pour leurs idéaux. Et je pense qu'il ne faut pas les décevoir. L'avenir de l'Europe est entre nos mains. Et nous sommes en train d'en décider ces jours-ci. Merci. Beaucoup. Peter Kmek pour le Conseil national de la Slovaquie. Thank you, Madam Chair. We have a couple of months left before we wrap up our Il discussions. reste encore quelques mois avant de boucler nos discussions sur l'avenir de l'Europe. Nous aurons une collecte unique d'idées maintenant nos citoyens. Il sera de notre devoir d'en mettre en œuvre autant que possible. D'un côté, il faudra améliorer l'Union européenne afin qu'elle devienne plus conviviale pour nos citoyens. De notre côté, il faudra renforcer cette union pour qu'elle soit plus résiliente par rapport aux défis mondiaux. La guerre en Ukraine, c'est justement le défi mondial que nous devons traiter au niveau de l'UE maintenant. L'avenir de l'Europe est en train de s'écrire. Nous devons renforcer notre processus décisionnel en matière de sécurité et de défense en utilisant le vote à la majorité qualifiée. Nous devons être derrière, épauler la présidence française pour défendre l'Ukraine. Nous devons donner un mandat robuste au président Macron pour négocier la fin de cette guerre. Il faut que Poutine, à chaque instant, sache que l'Union est tout à fait unie et épaule l'Ukraine. On est en train de tester notre résistance. Nous ne devons pas décevoir les espoirs des Ukrainiens. Et le statut de candidat doit être octroyé aussi rapidement que possible à l'Ukraine. Et ceci vaut aussi pour le Moldova et la Géorgie. Les Balkans occidentaux doivent aussi constituer une priorité pour nous. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Eliane Tilleux, de la Chambre des représentants belge. Elle ne semble pas être là. Alors, Gunther Kriechbaum pour le Bundestag allemand. Merci, Madame la Présidente, chère Sabine. Guy, I want to reply especially to your proposals, but first of all, I want to thank you. Proposition en premier lieu, Guy, partiellement, mais vous vous êtes fait l'avocat du Parlement, et je vous en remercie, du Parlement national, notamment lorsque nous avons négocié au niveau du conseil d'administration vos propositions fantastiques et la manière de les mettre en œuvre. Merci encore, merci encore. Je voudrais revenir sur une proposition que vous avez faite, aller plus loin en termes de sanctions appliquées à la Russie. Guy, il faut bien réfléchir à cette idée, l'idée de confisquer les réserves en monnaie étrangère de la Russie. Et il s'agirait aussi de confisquer ces actifs, donc en valeur étrangère, parce que ceci pourrait mettre aussi, ceci pourrait permettre de pallier les dommages que l'Ukraine a provoqués en Ukraine, parce que la Russie doit payer pour tout cela. Et ceci pourrait aussi alléger certaines souffrances humaines. Donc, il faut qu'ils paient avec leur propre argent
les dommages que les Russes ont effectués en Ukraine. Reinhold Lopatka pour le Conseil national autrichien. Dear Vice President Switzer, dear Guy Verhofstadt, dear colleagues. Cher Guy Verhofstadt, chère Présidente, tout d'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec mon collègue allemand, Gunter Kretschmer. Mais il faut que nous assumions nos devoirs. La conférence sur l'avenir de l'Europe fait partie de nos missions. Et il faudra voir quelles seront les retombées. Il y a ce projet de conclusion qui reprendra les idées. Et il faut donc que ces idées, ces principes soient reconnus. Et moi, j'aurais 3 propositions concrètes à faire. D'abord, nous avons besoin de conclusions équilibrées. Et puis ensuite, il y a la question du suivi à donner à ces conclusions qui doit être garantie. Pour le moment, je ne vois pas se profiler à l'horizon. Et il y a aussi les citoyens. Nous devons continuer à entretenir le contact avec les jeunes citoyens. Il ne faut pas qu'ils prennent fin. Donc, on peut réintroduire un mécanisme permanent de participation citoyenne au niveau de l'UE. Il y a aussi le rôle des parlements nationaux dans l'UE qui doit prendre plus de place, être mieux reconnu. Actuellement, je trouve que la tendance va dans l'autre sens. L'influence des parlements nationaux s'est amenuisée d'année en année. Et dans ce contexte, je me félicite de la mise en place du groupe de travail de la COSAC. Là, je pense qu'il faut renforcer, revitaliser le principe de subsidiarité. Ici, nous l'avons perdu de vue dans de nombreux cas. Et je pense de ces actes délégués sur lesquels nous n'avons pas gouverne. Une dernière phrase. Nous avons besoin d'une carte verte pour les parlements nationaux. Nous avons besoin d'une implication des parlements nationaux beaucoup plus marquée. Luís Capoulos de l'Assemblée de la République du Portugal. Caros Sabine, Jean-François, Guy et Dubrovska. Il y a, dans le contexte difficile que nous avons vécu et que nous vivons encore, et nous avons la conférence sur l'avenir de l'Europe a beaucoup plus avancé que ce que nous aurions pu espérer lorsque le processus a été lancé le 9 mai 2021, alors que nous étions encore sous présidence portugaise du Conseil. J'aimerais mettre l'accent sur les expériences positives des panels citoyens et des groupes de travail. Ce furent des expériences très utiles. Nous avons tiré un bilan positif des initiatives qui ont été lancées dans tous les pays en collaboration avec les gouvernements, le Parlement européen, la Commission et les organisations de la société civile, avec bien sûr une vaste participation des jeunes. Nous devons accomplir la dernière manche de cette entreprise et transformer tout cela en réalisation concrète, faire en sorte que ces propositions approuvées prennent forme. Les événements que nous vivons ne peuvent être qu'un encouragement supplémentaire pour nous rendre plus ambitieux en faveur d'une Europe plus cohérente et plus forte à l'extérieur. Je soutiens à 100% ce qui a été dit par Guy Verhofstadt. Je le soutiens sans réserve. Le Parlement portugais, après les élections récentes, reprendra son activité normale début du mois d'avril. Nous serons encore plus impliqués que jamais pour faire en sorte que cette conférence soit couronnée de succès. Elle est essentielle, en effet, pour l'avenir de cette Europe que nous appelons de nos vœux. Merci. Merci, Luis. Et la parole est à Sergio Batelli de la Chambre des députés italien. Grazie Presidente. La conférence sur l'avenir de l'Europe est arrivée à un moment. La conférence sur l'avenir de l'Europe arrive à un tournant dans le cadre de ces travaux. Je voulais d'ailleurs remercier le coprésident Verhofstadt pour ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, ce sera la plénière de la conférence de tirer les fruits des travaux des panels et des propositions des citoyens européens. On a réparti les membres de la plénière en groupes de travail et ces groupes de travail ont une fonction déterminante dans l'examen des recommandations qui devront être approuvées par les 4 composantes de la plénière. À cet égard, je voudrais dire combien j'apprécie cette initiative de prendre en compte la composante Parlement européen qui doit être reliée au Parlement nationaux pour que
les parlementaires aient plus de poids dans le processus décisionnel. J'espère que cette conférence nous amènera à une relance ambitieuse du projet européen. Au moment où nous vivons, il est essentiel de faire preuve de courage et de mettre en place une union qui soit un véritable acteur de la communauté internationale. Il faut lui donner une forme et il faut que cette union soit autonome sur le plan stratégique. Il faut mettre en place des instruments pour donner plus de cohérence, d'unité et de force à la politique étrangère de l'UE. Nous avons besoin de défense commune pour protéger la paix et la stabilité sur le continent européen et dans ses environs. Nous avons besoin d'Europe autonome sur le plan énergétique, industriel, technologique et même alimentaire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup. Et Davor Ivo Stier du Parlement croate. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, parliamentarians, Madam Vice President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente de la Commission, nous devons, Madame la Vice-Présidente, nous devons croire à un avenir qui s'appuie sur un concept d'une Europe en paix forte et libre. Nous ne pouvons pas accepter que des sphères d'influence soient en concurrence. C'est ce qui est donné lieu à cette guerre russe. Et quel est le résultat? Bien, nous le voyons aujourd'hui, c'est la guerre. Je viens de Croatie. Nous avons connu les horreurs de la guerre. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a encore des tentatives autour de nous de remettre au goût du jour ces concepts de sphère d'influence, ce qui est très dangereux. Aucun pays dans les Balkans occidentaux ne devrait penser de cette manière. Tous les pays des Balkans occidentaux devraient s'aligner sur l'Union européenne, sur la défense de la démocratie et de la liberté sans hésitation. Il n'y a plus de place pour une position de non-alignement. Ça n'est plus possible. En nous basant sur ce genre d'alignement stratégique, eh bien, les portes de l'UE doivent être grandes ouvertes à l'intégration des Balkans occidentaux parce que, chers collègues, ceci reste un élément essentiel pour construire un avenir européen qui sera libre, en paix et fort. Merci. Chers collègues, Jessica Roswall du Parlement suédois. Madam Chair, dear colleagues, the purpose with the conference was to engage more European La conférence était d'engager plus avant les citoyens européens dans cette discussion sur l'ensemble du continent et sur la manière dont l'UE peut faire face à mettre en place des mesures communes pour faire place à des besoins communs. Dans une certaine mesure, l'expérience a été couronnée de succès, mais je pense que nous courons un risque. Nous risquons un gros échec embarrassant. Alors, d'aucuns suggèrent que les recommandations devraient retourner en groupe de travail pour les rediscuter et pour être représentés sous forme de propositions à la plénière. Alors, désolé, mais je ne pense pas que c'est ce dont nous ayons besoin. Et ça, ce n'est pas le processus décisionnel sur lequel nous étions tombés d'accord. La conférence a besoin de se concentrer sur un rapport final qui soit un narratif neutre de tout ce qui s'est fait à la conférence et qui reflète tout à fait ce qui s'est fait au niveau des panels de façon objective. Depuis le 9 mai, nous pourrons recommencer à travailler sur les idées de la conférence à partir du 9 mai dans le cadre de nos propres institutions. Merci. Et la parole est à Relien Kaminga de la Chambre des représentants des Pays-Bas. Thank you, Madam la Présidente. The current events have made it evident that we need a strong European Union that is able to act swiftly and united. Forte pour agir rapidement et de façon unie, notamment en période de crise. Et je suis fier de la manière dont nous sommes réunis pour soutenir l'Ukraine et en condamnant l'acte de guerre russe. Je pense que nous avons tous reconnu qu'il faut travailler ensemble si nous voulons construire une Union européenne encore plus indépendante et plus forte. Pour forger l'avenir, il est essentiel de prendre en compte la voix du peuple. C'est eux qui sont l'âme de l'Europe. Ainsi qu'aujourd'hui, nous avons eu des débats intéressants sur l'avenir de l'Europe et sur d'autres thèmes. Mais il y a un thème que nous avons oublié. Il faut que nous rapprochions l'UE de ses citoyens en tant que responsables politiques. Il ne faut pas se concentrer sur l'influence du Parlement ou des parlements ou de solutions comme les Spitzenkandidaten. Mais le plus important, en fait, c'est de montrer des résultats concrets et que nous fassions preuve de transparence sur ce qui se passe à
Bruxelles et ailleurs. En tant que membres des parlements nationaux, nous avons un rôle déterminant à jouer à ce niveau. Il faut que nous faisions un effort d'explication de la valeur ajoutée de l'Europe et il faut encourager la transparence dans le processus décisionnel, ce qui renforcera la crédibilité de l'UE et facilitera le rôle des citoyens. On comprendra mieux ce qui se passe à Bruxelles au niveau du citoyen, au niveau des parlements. J'ai une question sur l'organisation de la conférence. Je m'inquiète de la chronologie avec les événements que nous vivons. Il y a 3 plénières en 5 semaines, semble-t-il. Ceci était déjà un défi sans la crise de l'Ukraine, mais c'est encore plus maintenant un défi. Alors, il ne faut pas oublier non plus que nous pourrions subir les effets et évidemment, ces effets ne seront pas sans influence sur la manière dont nous bâtirons notre avenir. Merci. La Mola du Congrès des députés espagnol. Gracias, señora presidenta. Bon dia a tots. Un plaer Madame la Présidente, bonjour à tous. Ravi de participer à la COSAC. Bonjour à tous, c'est un plaisir de participer à la COSAC. J'ai parlé catalan, qui est la langue de 7 millions de citoyens de l'UE, et j'espère que ce sera un jour une langue officielle de l'UE. La COFOE est une très bonne initiative, une aubaine, mais de notre point de vue, elle est perfectible. Et je voudrais revenir sur 3 aspects à cet égard. D'abord, qui participe vraiment à cette conférence? Alors, il y a beaucoup de gens qui participent, mais beaucoup sont des experts. Ce sont souvent des gens qui connaissent l'UE, mais quid des 80% des citoyens de jeunes qui ne connaissent pas vraiment l'UE, ne savent pas vraiment ce que c'est? Il y a un manque de connaissances au niveau des citoyens, il y a une déconnexion, il y a un fossé entre les citoyens et l'UE. Les parlements nationaux, dit-on, doivent rester le moteur. Alors, d'accord, moi je voudrais aussi parler du rôle des zones transfrontières, des régions, des parlements régionaux. Et en Catalogne, nous avons aussi des représentants des citoyens. Il y a des réalités différentes dans ces zones frontalières qu'on ne peut pas perdre de vue. 3e point, le suivi des recommandations. J'espère que la convention qui a été proposée ira à bon port, parce qu'on ne peut pas se contenter de laisser des documents au fond d'un tiroir qui ne feraient qu'augmenter la désaffection des citoyens pour l'UE. Nous devons profiter de cette conférence si nous pensons vraiment que nous sommes l'Europe, comme l'a dit la présidente de la Commission. Merci. Merci beaucoup. Et la parole est à Angel Tilvar du Sénat roumain. Thank you, Sabine. Dear colleagues, we welcome the ambitious Chers collègues, nous nous approach. félicitons de cette approche ambitieuse et nous apprécions tous les efforts déployés par la présidence française dans les premiers mois de ce mandat pour enregistrer des progrès au niveau de l'agenda européen. Le fait de construire un nouveau projet européen, comme le souhaite la conférence pour l'Europe, fait que nous considérons qu'il faut mettre au point des conclusions réalistes. Il est important d'établir une hiérarchie et priorité sur les résultats obtenus grâce aux politiques de l'UE pour les citoyens et pour favoriser les débats pour limiter le débat interinstitutionnel. Nous soutenons l'objectif de la présidence française de protéger les frontières extérieures de l'UE, mais parallèlement, dans le sillage de la pandémie et de la crise en Ukraine, il est essentiel d'assurer un espace Schengen intégré qui contribue non seulement à un bon fonctionnement du marché intérieur, mais aussi à contribuer à la stabilité de l'Europe. Je rappelle la position récente du commissaire de Mme Johansson, commissaire aux Affaires intérieures, qui a dit que la Roumanie était prête à devenir membre de plein droit de l'espace Schengen. La déclaration a été faite lors de la visite en Roumanie avec la crise et lors de la crise des réfugiés. L'Ukraine a un objectif louable de rejoindre l'UE, mais nous sommes prêts à reconnaître l'adhésion de l'Ukraine au niveau de la Roumanie. La pandémie, la crise en Ukraine a peut-être mis dans l'ombre un petit peu la pandémie, mais l'idée de réorganiser le processus décisionnel de l'UE, la nécessité de trouver des solutions pour améliorer les mécanismes de prise de décision. Il faut aussi renforcer la résilience au niveau des institutions, mais aussi au niveau des citoyens. Merci. La parole est à Georgios Koumoutsakos du Parlement hellénique. Présidente, il est évident que
À la lumière de cette invasion russe en Ukraine, les citoyens européens sont plus exigeants de la part de l'Union européenne. Ils demandent que l'Union européenne avance de façon plus efficace, de façon plus résolue dans le domaine de la défense et la sécurité. L'autonomie stratégique est impérieuse, c'est un besoin impérieux et il faut prévoir un article d'entraide mutuelle lorsqu'un État membre subit des menaces de guerre de la part d'un État tiers. On ne peut pas revenir dans le domaine économique et financier, la logique de la discipline stricte. Et les budgets de défense des États qui ont besoin de ces budgets ne peuvent pas être comptabilisés dans les budgets généraux. Dans le domaine de l'énergie maintenant, dans le domaine de l'énergie, nous devons devenir autonomes. C'est ce qui a été démontré ces derniers jours. Et c'est maintenant que les citoyens européens ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien pour qu'ils puissent faire face aux conséquences des effets tragiques. Enfin, dans le domaine des réfugiés, de la crise migratoire, le principe de solidarité est fondamental. La répartition équitable de la charge est le fondement, la fondation sur laquelle nous devons construire le nouveau pacte migratoire de l'Europe. Voilà, ce sont 4 grands pas qu'exigent de nous, les citoyens européens. Nous devons aller de l'avant, enregistrer des progrès, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons démontrer que l'Europe est forte et qu'elle sera aux côtés des citoyens. Merci. Oui, la parole est à Marius Matijosaitis du Parlement lituanien. Il n'est pas présent. Donc, Christian Vigenin de l'Assemblée nationale de la Bulgarie. Non plus. Alors, Igor Spimenovs de la Lettonie. Ah, c'est... Sorry, I'm Christian Vigenin. You catch me unprepared. Okay, excuse me. Well, thank you, Madam President. Pris au dépourvu. Désolé. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Bulgaria, yes, it's Bulgaria. Who were missing for 1 year, so maybe. Donc, n'étions peut-être pas sur votre liste, je ne sais pas, puisque ça ne s'est pas passé l'année dernière. En tout cas, je saisis l'occasion qui s'offre à moi pour vous remercier les collègues français pour l'excellente organisation de l'événement sur le plan technique, mais au niveau des orateurs, de la sélection des thèmes. Je me réjouis que la Bulgarie, après un an d'instabilité politique et 3 élections parlementaires, un Parlement qui fonctionne. Donc nous pouvons reprendre maintenant notre travail dans le cadre de la COSAC. Ce sera difficile de rattraper le temps perdu, mais nous allons intensifier notre travail au niveau de la conférence sur l'avenir de l'Europe, dans sa dernière ligne droite, donc au niveau de l'Assemblée notamment, et de la plénière. Alors, il s'agit de prévoir un mécanisme pour réviser régulièrement la mise en œuvre des conclusions et des recommandations de la dite conférence. Autrement, ce travail restera un pur exercice sans mécanisme de mise en œuvre des résultats obtenus. La priorité essentielle pour la Bulgarie, c'est la compétitivité de l'économie européenne, la santé publique, la migration, l'élargissement, l'état de droit et la mutation numérique environnementale. Il est important de parvenir à des politiques viables et des stratégies dans 3 domaines: résilience et autonomie de l'économie de l'UE, indépendance énergétique, coopération au niveau de la sécurité et de la défense au niveau le plus élevé. Enfin, Mme von der Leyen dit que nous sommes l'Europe, à juste titre, mais il y a une autre Europe à l'Est qui subit une invasion militaire. Outre toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, l'UE peut délivrer un message très fort en donnant le statut de candidat à l'Ukraine ainsi qu'à la Moldavie et à la Géorgie. Merci. Igor Pimenovs du Parlement letton. Yeah. Good morning. Good morning, colleagues. Good morning, the leaders of the conference.
I'm going to address COSAC, but also Mr. Verhofstadt. Aux organisateurs de la conférence, je m'adresse à la COSAC, mais à M. Verhofstadt, qui est l'un des éléments clés de cette conférence. Le Parlement, la Commission, le Conseil ne peuvent pas trouver d'attitude commune rapide par rapport aux propositions des citoyens. Le processus est lent. Le point de vue du Conseil sera essentiel puisque les leaders européens sont représentés au niveau du Conseil européen. Ils ont des visions différentes quant à la façon de développer l'Europe. Alors, si les propositions sont retenues, eh bien, c'est cela qui permettra d'avancer sur le plan économique. Nous devrions avoir l'occasion pour les citoyens de voir leurs vœux se réaliser comme on l'avait promis au début de la conférence. Il faut faire les choses différemment, ce que ça ne veut pas dire qu'on va tromper les citoyens européens. Ceci permettrait de leur faire voir la lumière. Il ne faudrait pas que la conférence sur l'avenir de l'Europe est une fin trop hypocrite. Il ne faut pas dire que l'on va renforcer l'avenir de l'Europe et faire face aux besoins. Il faut que ce soit un vrai mandat. La conférence doit poursuivre son travail, même après le 9 mai, si nous voulons parvenir à des résultats. Merci. Merci beaucoup. Et Marina Nicolaou de la Chambre des représentants chypriote. Les flux migratoires n'ont pas cessé et ne vont pas cesser tant que les causes qui les génèrent sont maintenues. Les guerres, les invasions étrangères, la paupérisation, l'oppression politique et l'impact en termes de changement climatique obligent plusieurs personnes à se déplacer en cherchant refuge en Europe. Moi, je viens de Chypre, dont les droits territoriaux sont mis à rude épreuve depuis 1974 devant les yeux des leaders européens. Donc, nous nous félicitons de la décision de l'Union européenne à octroyer le statut de protection temporaire aux citoyens ukrainiens. Mais la possibilité de l'Union européenne, ou plutôt la disponibilité de l'Union européenne à accueillir des réfugiés d'Ukraine n'est pas exactement la même vis-à-vis de ceux qui viennent du Moyen-Orient. Et tous ceux qui cherchent à fuir les zones de conflit doivent être protégés. Et pour nous, c'est une valeur fondamentale. Cette politique de deux poids et deux mesures s'oppose à ce qui fait partie des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Chers collègues, il faut abolir immédiatement le règlement Dublin qui enferme les réfugiés dans les pays de première arrivée. L'Union européenne doit cesser de conclure des contrats et des accords avec des pays comme la Turquie. Et la tragédie dans le domaine de la migration demande que l'Union européenne avance dans une réforme de la politique migratoire. Nous avons besoin d'une politique migratoire viable, soutenable, équitable, basée sur le respect du droit international et la solidarité des États membres. L'Union européenne et les États membres doivent être à la hauteur des circonstances. Nous avons besoin d'un mécanisme de délocalisation des migrants sur la base de la solidarité. Il va sans dire que je voudrais appuyer la proposition de Guy Verhofstadt. Nous avons une fenêtre de tir qui s'est ouverte pour l'instant. D'un côté, une réponse très claire à fournir aux résultats de la conférence et d'un autre, une réponse tout aussi claire aux attentes de nos concitoyens et de nos concitoyennes qui aspirent à une Union européenne capable d'agir, surtout au vu de l'expérience de la guerre en Ukraine. Donc, il faut une convention le 9 mai qui rende l'Union européenne plus capable d'agir, plus démocratique et plus efficace. En second lieu, je dirais que
La politique étrangère et de sécurité commune doit se doter de projets communs à aborder collectivement. Et pour ce, il faut envisager 3 tiroirs. Un tiroir avec les propositions de la conférence qui sont déjà en cours de transposition. Ça correspond à 60% des propositions. Et là, je pense que l'on peut avancer. Deuxième tiroir, les propositions que l'on peut mettre en œuvre immédiatement, que nous devons étudier dans nos institutions respectives. Et troisième tiroir, les mesures pour lesquelles nous avons besoin d'une convention sur l'Europe. Personne dans cette enceinte ne croirait que nous allons devenir plus efficaces à coup de discours du dimanche. Il faut des actes concrets, des mesures concrètes préparées d'ici aux élections européennes de 2024. Et nous sommes les représentants des citoyens et des citoyennes. Nous sommes les législateurs. Nous sommes les parlements. Nous devons nous saisir de ces propositions et les mettre en acte en tant que Parlement. Antti Poulamets, Estonia. Austatud saadikud, me elame üle kõige dramaatilisemaid hetki pärast teist maailmasõda, tankikolonne Euroopa südames. Praegusel kuritegeliku sõjalise agressiooni ajal. Nous avons eu une agression véritable guerrière et nous devons lutter auprès du peuple ukrainien. C'est cela notre objectif numéro 1. Nous avons un paradoxe. Il y a 200 personnes qui parlent russe, qui étaient embarquées sur un bateau et qu'on a renvoyé chez eux. Alors, à Tallinn, en 1991, nous avons lutté contre les tanks russes avec des cocktails Molotov. Et ceci a servi. Nous devons faire preuve de solidarité, soutenir l'Ukraine du fond du cœur, comme l'ont fait la Suède, la Norvège. Il y a une seule réponse, plus de fédéralisme si nous voulons faire face à ce genre d'événements. Nous devons donner plus de puissance, de pouvoir à la Commission. Nous devons agir au maximum et ensemble, nous devons compléter le fédéralisme. Et nous avons vu ce qu'a apporté le Brexit. Il n'y a que l'union des États membres en utilisant aussi la subsidiarité qui ne peuvent fonctionner. Je vous remercie. Oui, la parole est à Sean Hoge du Parlement irlandais. Madam President, once more the horrors of war have been visited on Europe. The EU stands steadfast for Ukraine's right to sovereignty and territorial integrity. We are discussing the future of Europe. Pour défendre son intégrité territoriale. Nous débattons aujourd'hui de l'avenir de l'Europe, un processus qui s'est vu imprimer un nouvel élan vu les événements actuels. Qu'il s'agisse là d'un catalyseur pour le changement. Tous les États membres se sont engagés à des mesures de sanctions étendues et d'accueil des réfugiés. Chaque État membre respecte sa tradition sur ce point. Nous devons mettre la dernière main au compas stratégique, développer une facilité de paix européenne avec des soutiens militaires variés. L'Union européenne a été confrontée à différents défis. La mise en œuvre du protocole sur l'Irlande du Nord, la COVID-19, le changement climatique, le phénomène migratoire, l'approvisionnement en énergie, la sécurité alimentaire. L'Ukraine est aujourd'hui notre plus grand défi. Accélérons le processus d'élargissement, y compris aux Balkans occidentaux et à l'Ukraine. Montrons-nous solidaires, forts, unis. Et dans ce contexte, exécutons la conférence sur l'avenir de l'Europe sans tarder pour pouvoir faire face à tous ces défis. La parole est à José Ignacio Sánchez Amor du Parlement européen. Gracias, Presidenta. La conferencia también Madame la Présidente, la conférence n'est pas une priorité aujourd'hui, mais il faudra voir comment... Elle est là aussi pour réviser la manière dont nous avons travaillé depuis des années. Je suis rapporteur sur la subsidiarité au Parlement et je suis passé par le Parlement national et régional, mais j'aimerais poser une question. De combien de temps aurons-nous besoin pour constater que le mécanisme de vote, le mécanisme de vote que nous avons utilisé jusqu'à présent nous ont permis d'arriver à 1000 analyses,
et nous n'avons rien obtenu. Donc pour avoir des cartons, nous avons mis en route 40 chambres nationales et 65 chambres régionales, alors qu'il y a des contrôles internes qui fonctionnent. Donc, et M. Viry était dans la task force subsidiarité, mais nos mécanismes empêchent de fonctionner la Commission des affaires européennes et n'ont pas assez de temps pour mener le dialogue politique que les parlements demandent. Donc il faut trouver un format pour mettre en place le dialogue politique, parce que selon moi, nous avons abandonné la procédure d'examen de la subsidiarité. Et je vous invite à une conférence qui aura lieu le 25 avril au Parlement, une conférence interparlementaire, qui donnera plus de temps pour discuter de ces questions de subsidiarité. Merci. Et la parole est à Ettore Anton Liccieri du Sénat italien. Thank you, Madam Chair. What started as a domestic Merci. Alors, ce qui a commencé par une crise politique et militaire se transforme en crise majeure au niveau européen et même au niveau de la sécurité mondiale. Nous avons déjà dit hier que cette crise ne concerne pas que l'Ukraine. Cette crise ne se limite pas à l'Europe. Elle a d'énormes conséquences au plan mondial. Aujourd'hui, nous avons un conflit en Ukraine qui laisse entrevoir un message terrible. La politique d'agression et d'annexation peut devenir quelque chose qui sera couronné de succès même dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est très dangereux pour l'Asie, par exemple. L'objectif clé et la première priorité de notre stratégie ne doit pas être de punir la Russie, mais plutôt d'épauler les pays qui sont dans la zone qui se situe entre l'UE et la Fédération de Russie. Je pense au Moldova, je pense à la Géorgie, qui doivent être en mesure de choisir librement leur avenir. Donc, chers collègues, je vous demande quand le moment sera mieux choisi que maintenant pour prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre l'intégration européenne en matière de défense. Alors, nous savons bien que tout le monde ne partage pas cette vision d'une armée européenne, mais nous avons besoin d'un véritable débat approfondi à ce propos. La mise en place d'une armée européenne sous contrôle parlementaire total doit rester un objectif pour nous tous, pour l'avenir de l'Europe et dans l'intérêt de notre liberté. Merci. Anstetter du Conseil national autrichien. Collègue, Europa ist oft der Vorwurf gemacht worden, es sei On reproche très souvent à l'Europe, très chers collègues, qu'il s'agisse d'un projet élitiste. Guy Verhofstadt et d'autres ont expliqué de manière très claire et imagée ce que nos concitoyens et nos concitoyennes attendent. Et il est clair qu'aujourd'hui, il doit être question de défense et de sécurité commune. Je ressens que nos concitoyens souhaitent ce rapprochement. Mais par le passé aussi, les nationalistes nous ont opposés les uns aux autres. Et ce qui m'a manqué par le passé, c'est cette émotion collective commune. En 1981, j'ai eu la chance de faire un stage auprès de la Commission européenne bien longtemps avant que l'Autriche n'adhère. Et à l'époque, nous avions constaté que nos pères avaient peut-être tiré les uns sur les autres et que nous avions la possibilité de construire une Europe commune, ce qui a fait de moi un fervent européen. Nous devons à présent aider les Ukrainiens à se défendre contre la menace qui pèse sur eux. Et en temps de paix, nous devrons œuvrer collectivement pour générer des émotions communes en faveur de l'Europe, notamment à l'adresse des Balkans occidentaux. Je ressens chez les jeunes ce désir de se joindre à nous et il faut dire à leurs dirigeants que s'ils manient le nationalisme, ils ne pourront pas rejoindre l'Europe. L'état de droit, la démocratie, la liberté, toutes nos valeurs doivent être reconnues et c'est dans le sillage de ces émotions dont je me réjouis que nous pourrons construire l'Europe. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 22. Februar
hat die Welt verändert. Es gibt wieder Krieg. Février a changé fondamentalement le monde. La guerre a de nouveau éclaté en Europe. En tant qu'Union européenne, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer notre coexistence, optimiser nos mesures, nous permettre de nous rassembler plus rapidement et utiliser toutes les occasions qui s'offrent pour ce faire. La conférence sur l'avenir de l'Europe est une de ces possibilités. Une immense chance qui s'est adressée à tous les citoyens et citoyennes qui ont répondu à l'appel, qui ont lancé leurs idées, des idées parfois très concrètes sur la manière dont leur Europe peut se présenter. Partant, il est essentiel qu'à l'issue de la conférence, on décline immédiatement ces mesures, qu'on les mette en œuvre. Certaines peuvent être exécutées sans tarder, d'autres vont nécessiter des modifications des traités, des conventions, mais il faut que nos concitoyens sentent que leurs idées ont été entendues et qu'elles sont réalisées. Ils veulent continuer à construire cette maison Europe pour accueillir d'autres pays tels que l'Ukraine, la Moldavie ou les pays des Balkans occidentaux. Ce sont surtout les jeunes qui veulent continuer de construire cette maison Europe. Faisons-le tous ensemble dans nos pays, dans nos parlements, avec nos concitoyens et nos concitoyennes. Du Parlement hellénique. Αγαπητοί συνάδελφοι, η επιτυχία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης... Le succès de la conférence sur l'avenir de l'Europe dépend du fait de savoir si les recommandations des panels de citoyens seront prises en considération en vue d'une Europe plus méritocratique et plus fédéraliste. Les priorités de la présidence française pour une union plus forte visant à promouvoir cette sensation, ce sentiment d'appartenance est plus qu'importante en ce moment. Je connais tous les débats concernant des gouvernements nationalistes chauvins, des forces politiques qui s'opposent au changement de la conférence et qui ignorent de manière ostentatoire les résultats de la conférence. Mais je pense que nous sommes arrivés à un moment où il n'y a pas de retour possible. On ne peut pas ignorer la volonté des peuples, non seulement parce que cela pourrait être une atteinte à la démocratie. Ce serait un acte suicidaire car nous sommes entrés dans une période d'instabilité et de conflit. Nous aurons de toute façon besoin d'une Europe plus unie, plus démocratique, qui sera toujours porteuse de défense de la paix, de la stabilité sur notre continent et dans le monde entier, sans se soumettre à des menaces et d'agressivité et de manipulation de la part de forces externes. Je vous remercie. La parole est à Domagoj Hadžuković de la Croatie. Hvala, gospođo predsjednice, kolegice i kolege. Kada pričamo o budućnosti Europe, Merci Madame la Présidente, chers collègues. Lorsque nous parlons de l'avenir de l'Europe, europski projekt za mene nije gotov i nije kompletan bez takozvanog Zapadnog Balkana. je me dois de dire que pour moi, le projet européen n'est pas achevé. Il ne sera pas achevé sans la Bosnie-Herzégovine, sans les Balkans occidentaux, sans la Macédoine du Nord, l'Albanie, le Monténégro, mais pas non plus sans la Géorgie, l'Ukraine et tous ces pays qui veulent faire partie de notre famille. Lorsqu'on parle de l'avenir de l'Europe, je crois que c'est un aspect qu'il faut mettre en exergue. L'Europe ne sera pas achevée tant que tous ceux qui partagent ces valeurs, qui représentent la démocratie et la liberté, ne feront pas partie de la famille. Et je souhaiterais faire passer ce message. Merci beaucoup, chers collègues. Et la parole est à Juni Ovaska du Parlement finlandais. Puheenjohtaja, Madam Chair, kaikki esitykset ja aloitteet. Madame la Présidente, tous les travaux de conférence sur le futur de l'Union européenne ne sont pas à adopter, qu'il s'agisse des citoyens ou des parlements. Les recommandations, en fait, sont plus longues, plus courtes. Il y en a qui souhaitent avoir une armée et d'autres des listes transnationaux. Maintenant, nous avons ces recommandations et nous n'avons pas eu suffisamment le temps de parcourir toutes ces propositions. C'est pour ça que nous aurons besoin d'un congrès, d'une conférence qui va vraiment étudier en détail, éplucher toutes ces propositions, toutes ces recommandations. Madame la Présidente,
l'Union européenne a répondu de manière forte et unie vis-à-vis de la Russie et par rapport à l'Ukraine. Et donc, quand nous voulons mettre en œuvre une nouvelle Europe, nous devons avoir cette même attitude. Moi, je soutiens le président des Français, M. Macron, et sa politique forte, parce qu'en fait, ce qui est le plus important maintenant, c'est de garantir la sécurité à nos citoyens. Merci beaucoup. Bojan Glavašević du Parlement croate. Thank you, Madam Chair, esteemed colleagues. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire passer notre message, donc je resterai bref et précis. Il faut examiner de près la situation des Balkans occidentaux, mesdames et messieurs, parce que il faut être certain qu'à l'heure actuelle, les Balkans occidentaux ont les yeux rivés sur nous. Nous avons fait des promesses à ces pays. Nous avons dit, si vous faites le travail, si vous entreprenez des réformes, bien, vous serez bien récompensé pour ce travail. Et dans les Balkans, vous savez, c'est à sa parole que l'on mesure un homme. Si vous revenez sur votre parole, vous perdez la confiance. Et je crois que nous sommes revenus sur nos engagements. Ici, nous parlons d'une procédure rapide pour l'Ukraine, mais les pays des Balkans occidentaux réfléchissent, se demandent ce qu'il va devenir d'eux. Donc il serait cynique dans une certaine mesure, désolé d'être si franc, nous parlons d'identité ukrainienne, certes, mais ce ne sont pas tous les États membres qui reconnaissent le Kosovo. On parle de l'identité ukrainienne, mais l'identité macédonienne a été remise en cause pendant les 30 dernières années, donc, alors qu'elle avait son indépendance. Donc, il faut vraiment se tourner vers les Balkans occidentaux. Autrement, nous pourrons être accusés de les avoir perdus. Merci beaucoup. Et la parole est à Margit Sutrop du Parlement estonien. Mrs. Chairman, ladies and gentlemen, dear colleagues. Mesdames et messieurs, chers collègues, le passé nous rattrape dans l'avenir, c'est ce qu'a dit Martin Heidegger. L'avenir de l'Europe dépendra de notre état de préparation et surtout si nous apprenons des leçons des erreurs du passé. Nous avons commis 3 grandes erreurs qui nous ont conduits dans la situation où nous sommes. Un pays, en effet, un pays souverain est attaqué, mais on a aussi bafoué les règles de l'ordre international. Je crois qu'on a fait preuve d'une certaine naïveté au niveau des responsables politiques et intellectuels occidentaux. On a pensé que la chute de l'URSS impliquait un retour à la démocratie pour la Russie. Pour certains pays, il a été difficile de bien comprendre que les relations économiques et commerciales pouvaient devenir des instruments de politique étrangère agressive pour certains. Le refus de reconnaître que les crimes du communisme n'étaient pas vraiment différents des crimes nazis, il existait un nationalisme chauvin, militariste dans l'Union soviétique et la répression, on pensait que les répressions étaient devenues obsolètes après la mort de Staline, mais la Russie de Poutine a le même programme, a attaqué la Géorgie en 2008, a envahi la Crimée en 2014. Donc, il y a des raisons politiques et historiques pour lesquelles la terreur nazie et communiste ont été traitées différemment. L'Union soviétique avait un statut d'allié des États-Unis et de l'Europe occidentale pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a empêché de critiquer sa realpolitik. Et puis, nous avons eu un procès, le procès de Nuremberg, qui a condamné les crimes nazis, ce qui ne s'est jamais fait pour le communisme. L'accès aux archives en Russie est très difficile pour les chercheurs et on a imposé. Il y a un besoin essentiel de condamner les crimes de l'Europe communiste qui font partie de l'histoire. C'est nécessaire pour les peuples de l'Europe de l'Est, mais pour l'ensemble de l'Europe. Sans cela, l'unification européenne ne sera qu'une simple formalité.
encore 6 interventions et j'aimerais quand même entendre la conclusion de nos orateurs. Je vous propose de réduire un petit peu notre pause café, si vous en êtes d'accord. Donc, la parole est à Konstantinos Estaftiou de Chypre. L'invasion russe en Ukraine signifie la fin des illusions. L'Europe se retrouve entre le marteau et l'enclume, entre l'aigle et l'ours. Et on ne peut pas affronter l'ours uniquement à travers des paroles ou des sanctions ex post. Dans mon pays, on dit qui veut peut. Mais aussi longtemps que l'Europe ferme les yeux devant le mal qui arrive et ne peut pas façonner l'avenir, soit parce qu'elle ne peut pas, soit parce qu'elle attend l'aide transatlantique, l'Europe sera toujours à la traîne des événements. L'Europe sera toujours en train de courir derrière des guerres, des invasions, derrière l'oppression. Nous vivons à Chypre depuis 1974 le drame que vivent les Ukrainiens aujourd'hui. Nous comprenons mieux que quiconque dans cette salle ce que signifie la guerre et les problèmes de réfugiés. Nous vivons dans notre pays exactement la même chose et c'est la même narrative de la Russie que pratique la Turquie. Et je suis effarée devant ces politiques de 2 poids, 2 mesures de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine, demain, ce sera la mer Égée. Et comme le dit Zelensky, peut-être ce sera le tour de l'Europe tout entière. Il faut réécrire l'histoire. Et on écrit l'histoire sans hypothéquer l'avenir, mais surtout en le façonnant en amont. Merci. Et comme Valentin du Danemark. Thank you. First, I will say that all our thoughts are going to. Je commencerai par dire que toutes nos pensées vont vers le peuple ukrainien et je m'exprime ici au nom de la délégation danoise, et même s'il s'agit là d'un autre sujet que celui que nous abordons pour l'instant. Très chers collègues, en tant que parlementaires nationaux, nous représentons nos citoyens. Nous faisons de la politique pour faire changer les choses pour un mieux, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne. Plus tôt nous engageons le processus décisionnel, meilleures sont nos possibilités de peser sur la décision finale. Si nous cantonnons nos travaux à un examen des propositions européennes peu de temps avant leur adoption, eh bien, alors, et là, je vais citer un commissaire danois, la vice-présidente de la Commission, Margrethe Vestager, eh bien, alors, vous feriez probablement mieux de consacrer votre temps à aller prendre un verre. La meilleure façon de peser sur une nouvelle législation, c'est de s'exprimer haut et fort et d'apporter sa contribution avant même que les propositions ne soient soumises. Cela vaut pour la politique nationale comme pour la politique européenne. Nous, les parlements nationaux, devrions participer de manière active à l'élaboration des propositions dès le stade de consultation. C'est pourquoi la Commission devrait, nous semble-t-il, consulter les parlements nationaux directement avant de soumettre quelques propositions significatives qu'elles soient, tout comme la Commission devrait inclure un résumé des contributions des 10 parlements nationaux dans les introductions à ces propositions législatives. Cela sensibiliserait le Conseil et le Parlement européen aux préoccupations importantes soulevées par les parlements nationaux lors de ces consultations et nous permettrait d'éviter de perdre notre temps.
État observateur. Merci de vous limiter à 1 minute. Donc, Maka Botchorishvili de la Géorgie. Merci, Madame. This is absolutely high time to discuss. Il est plus que grand temps que l'on débatte de l'avenir de l'Europe, comme en témoigne l'agression injustifiée de l'Ukraine par la Russie. Nous sommes fondés à repenser l'avenir de l'Europe. Ces dernières années, nous étions confrontés à des pressions croissantes de la Russie. Nous avons vécu de première main comment le comportement de la Russie avait des répercussions sur la sécurité et sur l'idée européenne en Europe orientale. L'expérience de mon pays m'apprend qu'au-delà des défis auxquels nous sommes confrontés, la Géorgie a fourni la preuve de son engagement en faveur de la démocratie, sa volonté inébranlable de faire membre de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est le lieu auquel nos citoyens croient appartenir au vu de l'histoire de notre pays et au vu des valeurs que nous partageons avec l'Union européenne. Nous avons néanmoins toujours essayé d'adapter nos ambitions à ce que l'Europe était prête à nous offrir. Nous comprenions la fatigue d'élargissement, les sensibilités politiques de l'Union européenne, mais aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de réfléchir tous ensemble afin de développer une vision à long terme pour l'avenir de l'Europe. Une Europe qui rassemble toutes les démocraties européennes qui souhaitent en faire partie. Une Europe qui soit capable de garantir la paix, la sécurité et la prospérité de ses citoyens. L'Europe dans laquelle nous croyons, une Europe à laquelle nous nous portons candidats avec nos amis ukrainiens et moldaves. Et je vous remercie de toutes les paroles de soutien que vous m'avez adressées ici aujourd'hui. It has been 30 years since the fall of communism. La présidente, cela fait 13 ans que le communisme est tombé dans mon pays et pourtant, nous sommes enlisés dans notre voie vers l'Union européenne. D'autres pays de la région des Balkans progressent eux aussi très lentement. Aujourd'hui, les Balkans constituent un espace qui ressemble à une zone vide, une zone d'ombre qui n'a pas sa place en Europe. Mais la nature a horreur du vide, chers amis. Plus nous trébuchons sur notre voie vers l'Union européenne, plus l'influence anti-européenne croît dans les Balkans. Et elles sont nombreuses. Vous avez d'une part l'influence du Kremlin, qui est bien présente pour combler ce vide en alimentant le scepticisme face à la perspective européenne, en soutenant les dirigeants autoritaires et, plus dangereusement, en attisant les conflits ethniques religieux pour déstabiliser la région et ainsi se présenter à la région comme susceptible de résoudre ces problèmes. La Bosnie et la Kosovo en sont de parfaits exemples. Ne vous méprenez pas. L'Ukraine est le premier domino à être attaqué. Les Balkans pourraient être les suivants. L'intégration de nos pays au sein de l'Union européenne et à l'OTAN également ne devrait plus être considérée comme une question purement bureaucratique, mais comme une question nécessitant une prise de position politique. Il faut que les lenteurs bureaucratiques soient subordonnées aux besoins stratégiques d'adhésion de l'entièreté de la région à l'Union européenne. Toute hésitation ne renforcerait que les marionnettes du Kremlin dans la région. Aujourd'hui, vous avez un défi de sécurité à relever. Le moment est venu d'agir. Tout retard ne sera plus non seulement dommageable, mais dangereux. De parole, Madame Sibyl Özdemir de la Grande Assemblée nationale de Turquie, suivie par Madame Simonida Koroçik de Monténégro. Thank you, President. First of all, the allegation of the participants from the Greek délégation de la délégation chypriote grecque ne devrait même pas être seule. Nous rejetons bien sûr l'invasion
de la Russie vers l'Ukraine. À l'avenir, lors de la conférence, on parlera des crises économiques, démocratie, énergie, migration, de sécurité. Ces défis que nous devons tous affronter sont énormes, massifs. Ceci aura un effet, bien sûr, sur notre futur commun et sur les futures générations. La conférence pour la Turquie est une occasion unique. Bien sûr, il faut prendre le temps de discuter de ces points avec les citoyens. Mais en tant que Turquie, nous regrettons, chère délégation, que l'Union européenne n'ait pas inclus les citoyens des candidats potentiels ou officiels des pays candidats. Ces citoyens ne peuvent pas participer à cette conférence. Nous pensons que tous les pays candidats qui font partie de l'avenir, on ne nous donne pas l'occasion d'assister à cette conférence. Chers collègues, nous sommes un gros enjeu pour l'Europe parce qu'il y a de gros défis que l'Europe doit relever, y compris notre région. L'Union européenne, notre région et tous nos citoyens devraient être plus prospères, vivre dans la prospérité, la sécurité. C'est ce qui pourrait se passer avec l'appartenance à l'UE de la Turquie. Notre objectif ne sera pas terminé, achevé, tant que la Turquie ne fera pas partie de l'UE. Voilà pourquoi nous avons besoin de plus de coopération et de plus d'encouragement, de soutien équitable. Et sous présidence française, nous espérons, nous souhaitons un excellent mandat à la présidence française. De Monténégro. Merci, Madame la Présidente. The slogan of the French presidency, recovery, relance, force et sens de l'appartenance prend tout son sens aujourd'hui. Plus que jamais, le monde est en train de changer sous nos yeux. Les cartes politiques sont rebattues. Voilà pourquoi les grandes puissances se concentrent sur leurs propres intérêts. Et l'Europe, de son côté, doit rassembler ses forces et puiser cette force dans ce sens de l'appartenance de toutes les nations à la communauté européenne. Il y a l'initiative des Balkans ouverts qui est essentielle pour la coopération économique et pour le renforcement du potentiel institutionnel, pour la création de nouveaux emplois dans cette région, ainsi que pour promouvoir le processus d'intégration afin de favoriser la relance et de protéger les valeurs européennes et les intérêts européens. L'Union européenne devrait très sérieusement reconsidérer ses politiques d'élargissement. J'en appelle aux pays de l'Union européenne qui doivent affirmer fermement la souveraineté stratégique pour protéger nos intérêts. Madame van der Leyen a dit tout à l'heure que parler d'inclusion et pas d'exclusion, que c'était là ce qui nous mettrait sur la voie de la relance. Merci. Je vous laisse la parole pour quelques mots de conclusion. Thank you very much, President. I think and want to thank you in the name of Je vous remercie au nom de l'ensemble de la conférence et des coprésidents. Je vous remercie pour ce soutien unanime à la conférence d'une part, mais aussi par rapport à l'idée que cette conférence doit se conclure par des propositions robustes de réforme de l'UE au vu de la tragédie qui se déroule en Ukraine. Alors, je voudrais vous dire très franchement que les coprésidents, dès le départ, considéraient que les Balkans occidentaux devaient être impliqués dans ce processus. Et je considère aussi que nous devons résoudre le problème de l'entrée des Balkans occidentaux. Il vaut toujours mieux siéger autour d'une table avec les Balkans occidentaux à Bruxelles que d'envoyer des soldats sur le terrain en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo. Et c'est pourtant ce qui se fait encore à ce jour en Europe. Donc nous avons l'occasion de le faire maintenant, d'organiser cette discussion. Et il ne faut pas que l'ambiguïté règne. Et là, je m'adresse à la collègue suédoise. L'objectif de la conférence n'est pas uniquement d'écouter ce que les citoyens ont à dire, de leur dire « merci bien ».
et nous ne faisons rien. Et on ne réformera rien. Non, il y a l'Eurobaromètre pour ça. Pas besoin d'organiser une conférence. La raison d'être de cette conférence, c'est la participation des citoyens au processus décisionnel. C'est-à-dire qu'il faut mettre à bas les obstacles que nous avons connus dans les dernières décennies dans la construction européenne. Ce n'est pas la première fois que nous parlons de défense européenne, d'armée européenne, de forces armées communes. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de la fin de l'unanimité dans la politique étrangère. Ce n'est pas la première fois non plus que nous parlons du besoin d'impliquer les parlements nationaux de façon plus positive avec le système de carte verte. Et pas uniquement en l'utilisant de façon négative comme dans le contrôle de subsidiarité. Nous avons vu ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. Avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, nous voulons donner la parole, donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer pour montrer à toutes les institutions, y compris celles qui connaissent des difficultés, faire en sorte donc que ces institutions comprennent bien quelle est la volonté du peuple européen. Les citoyens veulent une Union européenne efficace, qui n'agit pas toujours à contre-temps et surtout qui soit capable de défendre les intérêts des citoyens dans le monde de demain et d'après-demain. Ce n'est pas un pur exercice, c'est un exercice décisionnel pour l'avenir de l'Europe. Et je voulais vous dire encore une chose. Ce sera mon troisième point. Pour y parvenir, nous avons besoin d'établir la coopération entre Parlement européen et Parlements nationaux. Je crois qu'elle a été établie dès le départ. Nous avons commencé par exiger qu'il y ait 108 délégués des Parlements nationaux au sein de la conférence. Mais ça ne peut pas en rester là. Ce que nous essayons de faire avec M. Rapin et Mme Delay, eh bien, nous voulons en fait conclure ensemble le 24 mars, élaborer un document commun Parlement nationaux et Parlement européen qui sera utilisé par le Parlement européen et les parlements dans la conférence qui portera sur des points liés aux recommandations citoyennes. Par exemple, donner une carte verte aux parlements nationaux. Mais ça, le système actuel est négatif. L'implication des parlements nationaux se limite à dire non. Non, moi je voudrais surtout savoir ce que les parlements nationaux attendent de l'UE, qu'ils fixent l'orientation à prendre, plutôt que dire non, dire oui pour cette direction-ci, oui pour cette direction-là. Donc, nous sommes le seul parlement au monde, le seul sacré parlement au monde qui n'a pas de droit d'initiative. Le Parlement européen est le seul au monde dans ce c'est pas possible d'avoir un Parlement qui n'a pas de droit d'initiative. Nous aurions besoin d'un droit d'initiative. Alors, bon, on ne va pas parler d'actes délégués, je ne veux pas froisser la Commission aujourd'hui, la mettre dans une position désagréable. Je suis d'accord avec les remarques qui ont été faites à ce propos, mais notre manière de travailler avec les Parlements nationaux devrait être la suivante. Le 24 mars, nous devrions avoir une proposition commune sur tous ces points. L'influence des parlements nationaux et leur rôle dans les politiques européennes, y compris la politique de défense, doit se faire sentir. Si nous voulons une Europe de la défense, comment le gérer sans parlement parlementaire lorsqu'il y aura implication des troupes? Donc il faut que les parlements nationaux soient impliqués. De même pour le Parlement européen et pour les politiques que nous voulons faire progresser. J'attends vraiment tout ça avec impatience. Je suis sûr que pour la première fois, ce n'est pas ce qui s'est passé à la Convention il y a des années, je peux vous le dire, mais pour la première fois, nous entrons dans une époque où le Parlement européen et les parlements nationaux ne sont plus des concurrents, ne se voient plus comme des concurrents, mais prétendent être la voix des citoyens qui tirent dans le même sens, c'est-à-dire un futur plus lumineux pour l'UE. Merci beaucoup, Monsieur le Co-président, pour ces mots. Oui, effectivement, nous sommes prêts pour être en complémentarité. Madame la vice-présidente de la Commission. Thank you, Madam Chair. I was listening Présidente, j'ai écouté très attentivement chacune de vos interventions et je vous suis reconnaissante car à présent je comprends
votre position et pour moi c'était important. Je commence par le règlement d'ordre intérieur. Pour nous, un règlement d'ordre intérieur c'est essentiel car en l'absence d'un tel règlement, l'exercice ne serait pas gérable. C'est la première fois que 3 institutions, plus les parlements nationaux, plus les citoyens travaillent tous ensemble dans une enceinte. Alors il n'y aura pas, je dois bien vous le dire, de vote à l'issue de cet exercice. Quoi que ce soit que nous décidions le sera par consensus. Pas de vote donc, même si le seul organe décisionnel, c'est le comité exécutif dans lequel Guy, moi-même, la présidence française sommes réunis. Et nous devons, pour le 9 mai, élaborer une déclaration politique forte. Nos travaux, toutefois, ne s'arrêtent pas le 9 mai. C'est ce que je souhaite vous dire. C'est la raison pour laquelle nous devons, à un moment donné, passer de l'exercice d'écoute à un exercice de mise en œuvre. Et nous avons un mandat de 2 ans et demi. C'est la raison pour laquelle nous devons nous arrêter le 9 mai. Et moi, je suis convaincu que nous allons mettre en œuvre les principales conclusions de ces travaux. Je ne vais pas, à présent, m'appesantir sur des enjeux politiques tels que, par exemple, le droit d'initiative du Parlement, mais je ne préjuge d'aucun résultat. Ce n'est pas à moi, c'est aux 3 institutions qu'il appartient de se mettre d'accord. Nous voulons évidemment une Europe forte, résiliente. Nous avons la boussole stratégique qui est en préparation. La présidente von der Leyen, dès le premier jour, a été favorable à l'intégration des Balkans occidentaux, donc soyez assurés, nous y demeurons favorables. J'ajouterai également que nous ne pourrions pas poursuivre cet exercice comme si de rien n'était. La guerre qui ravage l'Ukraine pour l'instant nous a brutalement, dirais-je, réveillés, nous a obligés à réfléchir différemment et plus rapidement. Les sanctions que nous avons adoptées l'ont été en l'espace de 24 heures. C'est une première pour l'Union européenne. Cela signifie donc que lorsque la situation l'exige, nous pouvons être plus rapides. Je suis intimement convaincu que nous ferons du bon boulot pour l'Union européenne, bon travail qui ne sera pas possible sans l'implication et la participation des parlements nationaux. Alors oui, Monsieur Kriegbaum, nous avons été favorables à ce que 108 parlementaires nationaux siègent dans ces travaux, vu l'importance de leur contribution. Alors je ne vais pas ici réfléchir au système de carte verte, de carte orange. Nous verrons bien quels seront les résultats de nos travaux. En tout cas, nous souhaitons non seulement inclure les parlements nationaux, mais aussi les citoyens. Car vous avez été nombreux à dire que ce serait catastrophique si nous devions décevoir les citoyens au bout du compte. Nous devons à tout prix éviter de les décevoir, leur montrer que leurs recommandations sont prises en compte dans les conclusions finales. C'est ce que nous nous sommes engagés à faire, promesse à l'appui. Sur le suivi, vous avez entendu le message vidéo de la présidente von der Leyen, mais elle l'a dit aussi en 2019 lors de son discours inaugural en début de mandat. En 2019 déjà, elle a annoncé la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette année, au mois de septembre, dans son discours sur l'état de l'Union, elle a rappelé que nous nous engagions à assurer le suivi des conclusions soumises par les citoyens. Donc moi, je suis convaincu que nous ne décevrons personne. Évidemment, si certaines mesures nécessitent des modifications des traités, on en discutera. Nous nous attacherons à faire tout ce que nous pouvons dans le cadre des traités actuels. Si ce n'est pas possible, il faudra réfléchir à comment aller de l'avant. Alors, certains d'entre vous évoquent l'hypothèse d'une convention. Oui, c'est une conclusion éventuelle. Une fois de plus, je ne vais pas préjuger parce que je ne suis qu'une des 3 coprésidentes de cette enceinte. Nous sommes en tout cas ouverts à l'éventualité. Aucune démocratie dans le monde, je vous le dis, n'a jamais osé se livrer à un exercice ouvert tel que celui que nous avons mené. Nous avons ouvert l'hémicycle à Strasbourg en accueillant les citoyens sur un pied d'égalité avec leurs représentants élus. C'est inédit, c'est ça la démocratie européenne et nous voulons l'améliorer pour qu'elle résiste à l'avenir. Et ce n'est pas un slogan creux. Il faut tenir compte en effet de la réalité telle qu'elle évolue à nos frontières orientales notamment. Nous devons repenser, oui, vous avez raison, notre politique en matière d'élargissement. Les Balkans occidentaux ne peuvent pas être un tout noir
un angle mort au cœur du ventre mou de l'Union européenne. Donc nous allons devoir y réfléchir. Là, il n'y a pas que la Commission, nous devons tous être d'accord pour aller dans ce sens. Moi, je vous remercie pour vos travaux et vos interventions de ce matin. Soyez assurés que nous avons pris bonne note de ce que vous avez dit et nous allons l'intégrer dans notre document final. Le 9 mai, je le redis, ce n'est pas la fin de l'exercice, c'est le moment d'adopter un document politique fort dont découleront de nombreuses autres politiques. Merci donc encore une fois de vos réflexions. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Merci beaucoup, vraiment un chaleureux merci à vous deux de vous être prêtés à cet exercice d'échange avec nous, que je crois que c'est vraiment nécessaire. Comme vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, c'est un exercice inédit et c'est donc important à ce qu'on échange entre nous pour faire avancer cette Union européenne et surtout faire face aux défis devant lesquels nous nous trouvons. Et nous avons pris du retard, mais je vous propose quand même un café pendant un quart d'heure et que nous nous trouvons à 11h20 ici même. Merci beaucoup.